Vous écoutez RCJ Midi, c'est l'heure de lire la politique avec Luce Perrault. Bruno Le Maire, Monsieur le Ministre, vous avez publié un livre que beaucoup de Français ont déjà lu, mais L'Ange et la Bête, Mémoire provisoire, c'est le sous-titre, c'est chez Gallimard, et vous commencez par une anecdote qui m'a frappée. Vous êtes alors directeur de cabinet de Dominique de Villepin, Premier ministre, et vous avez Chirac au téléphone, le président Chirac. Il savait appeler directement les gens, Jacques Chirac. Il vous assène. La politique, c'est se colter avec la réalité. Est-ce que ça s'est vérifié plus tard ? Maintenant que vous êtes complètement un homme politique. Ça n'a cessé de se vérifier. Ça s'est vérifié d'abord quand j'étais ministre de l'Agriculture, où en pleine crise du lait en 2009, il faut se colter avec des producteurs de lait qui sont en colère, légitimement, parce que les prix se sont effondrés. Et là, vous apercevez que la politique, ça ne se passe pas à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans votre bureau, dans le ministère, dans le quartier des ministères. Ça se passe auprès des Français, sur le terrain, dans la réalité. Le prix du lait, il monte ou il baisse. Il monte, vous êtes un bon ministre de l'Agriculture. Il baisse, vous êtes un mauvais ministre de l'Agriculture. Et ça a été vrai aussi pendant toute cette crise. C'est pour ça que j'ai voulu raconter ça aux Français, expliquer comment ça se passait, montrer les scènes les plus vivantes et les plus directes possibles de négociation ou de discussion. Parce qu'en période de crise, il faut se colter avec cette réalité. Vous avez été servi, là. Début mars, la seule question qui se posait pour moi, c'était de savoir s'il y aurait dans les rayons des supermarchés des pâtes, du riz, des fruits, des légumes pour nourrir les Français. C'était ma préoccupation numéro 1. Et c'était ça la réalité. Ce n'était pas des grands chiffres et des grandes théories. C'était de m'assurer, avec les distributeurs, qui ont formidablement d'ailleurs joué le jeu, avec les agriculteurs, avec les transporteurs, est-ce que demain, dans les carrefours, dans les Auchan, dans les centres Leclerc français, il y aura de quoi nourrir la population française. C'est ça la réalité. Mais vous expliquez aussi, et ça c'est très passionnant, comment dans les sommets internationaux, G7, G20, rencontres à Bruxelles, des nuits entières, vous négociez, et que cette prise de décision est tellement, tellement difficile. On a l'impression que toujours tout est retardé. Et en vous lisant, on voit que vous négociez, vous êtes dedans, et en même temps, vous avez le regard qui vous permet, le recul qui vous permet de garder une certaine distance avec tout ça. Je pense que c'est important, c'est aussi l'objet du livre, de garder un temps pour réfléchir à ce que nous faisons, voir ce qui va, voir ce qui ne va pas. Sur l'aspect européen, pendant cette crise, je raconte comment est-ce que nous avons réussi, en quelques mois, à sortir des projets industriels qui étaient dans les cartons et qu'on n'était jamais arrivé à faire sortir. J'ai parlé des batteries électriques tout à l'heure, c'est l'exemple typique. 85% des batteries électriques qui sont dans les voitures françaises, aujourd'hui, viennent de Chine ou d'Asie. Demain, elles viendront d'Europe. Parce que là, on a été capable de décider vite, d'investir, de mettre de l'argent, de mobiliser les industriels. Et puis, il y a d'autres séances. Là aussi, je raconte ça dans le livre. Je pense que c'est important que les lecteurs français voient comment ça se passe. On rentre à 17h en réunion avec le ministre des Finances allemand. Et puis, le lendemain matin, à 8h, on y est toujours. Et on n'a toujours pas d'accord parce que les enjeux sont considérables et que donc, on progresse millimètre par millimètre. Et de temps en temps, le découragement vous prend. Vous dites, mais allez, il faut quand même qu'on accélère tout ça, que ça aille plus vite. Mais malheureusement, surtout sur les sujets européens, tout est affaire de patience et de détermination pour arriver à bon port et arriver à des vrais résultats. Et on découvre aussi que finalement, au fil de tous ces échanges, vous finissez par tisser à la fois des liens d'amitié, de vraies connaissances de vos partenaires, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, ou même avec Poutine, vous faites 2-3 portraits de scènes, vous décrivez 2-3 scènes avec Poutine qui sont assez succulentes. Je laisse les lecteurs le découvrir. Comment est-ce possible de lier à la fois des rapports personnels ? Est-ce que ça aide vraiment ? Et en même temps, négocier très durement ? Je pense que c'est possible. C'est aussi ce que j'ai voulu raconter dans le livre. Les rapports personnels sont essentiels dans une négociation. Bien sûr que derrière, c'est les rapports de force qui comptent, c'est les intérêts des États. Mais malgré tout, les relations personnelles comptent beaucoup. Quand j'invite le ministre des Finances américain, Steven Mnuchin, sur la négociation, sur la taxation des géants du numérique,
On a négocié à Paris, on a négocié à Washington. Puis il y a le G7 à Biarritz. Il se trouve que nous avons une maison juste à côté de Biarritz, à Saint-Pé-sur-Nivelle, qui est une ferme qui donne sur la montagne. Et je reçois, du coup, je raconte ça dans le livre, le ministre des Finances américain, dans cette maison de campagne, qui est une petite ferme basse qui donne sur la montagne. Tout d'un coup, c'est plus la même discussion, parce qu'il sait qu'il est chez moi, qu'il est dans un lieu de famille, ça crée des liens personnels plus étroits, et on se dit, s'il a accepté de venir là, c'est que dans le fond, il accepte d'avoir un accord sur ce sujet. Sinon, il ne serait pas venu chez moi, il n'aurait pas fait ce geste-là. Et ça crée un lien personnel qui fait qu'au bout du compte, effectivement, ce jour-là, même si ensuite Donald Trump a balayé cet accord d'un revers de la main, mais ce jour-là, nous avons, avec le ministre des Finances américain, trouvé un accord sur la taxation digitale. Donc il a fait les meilleurs efforts. Après, une fois encore, le président américain a voulu balayer ça d'un revers de la main. Il accepte ou il n'accepte pas. Et c'était Trump à l'époque. Il est revenu en arrière. Mais la relation personnelle a permis de faire bouger des lignes qui, sinon, n'auraient jamais bougé. Et puis, quand vous parlez de Vladimir Poutine ou d'autres dirigeants dont je fais le portrait dans le livre, moi, quand je regarde les chaînes de télévision, que je lis les nouvelles, que je regarde les réseaux sociaux, je ne retrouve pas ce que peut être le contact humain, personnel, avec ces personnalités-là. Je ne retrouve pas ce qu'ils dégagent. Et j'ai voulu, dans ces pages, montrer ce que ces personnes dégageaient. Ce qui frappe quand vous rencontrez Vladimir Poutine pour la première fois, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années avec le président Chirac, c'est que cet homme qui est réputé pour être très autoritaire et tenir son pays avec une main de fer, a une voix très douce, à peine audible. Un filet de voix. Un filet de voix. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être raconté pour que les gens comprennent que la réalité est parfois un peu différente de sa représentation. En fait, ce qui semble très important, et ce que vous avez compris et que vous expliquez très très bien dans ce livre, c'est que les citoyens, tout comme nous, ils sont obsédés par la représentation de la réalité et qu'ils sont, en fait, ce n'est pas ce qu'ils vivent vraiment qui les intéresse, c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils lisent. La littérature, c'est ce qui permet d'aller au-delà de la représentation de la réalité. Quand je regarde comment est-ce que nos concitoyens peuvent avoir accès à la politique, d'abord c'est eux qui font la politique, c'est eux qui sont les électeurs, c'est eux qui décident. Mais ils n'ont de représentation de la politique souvent que par l'image, les émissions de radio, de télévision, elles sont évidemment nécessaires et indispensables. Mais je pense que la singularité française, c'est d'avoir accès à la réalité de la politique aussi par les mots et par la littérature. Ça, c'est une singularité française. Et moi, je veux entretenir depuis maintenant plusieurs années cette singularité française qui est de donner accès au pouvoir par les mots et par la littérature. C'est une tradition très ancienne en France. Beaucoup d'écrivains, je ne veux pas les citer parce que ce sont des écrivains de premier rang, que je ne veux pas me comparer à eux, mais beaucoup d'écrivains qui ont représenté le pouvoir dans les mots et dans la littérature. Et je pense que cette singularité française-là, il faut impérativement la faire vivre. Vous expliquez que la littérature, c'est le marchepied de la gloire en France. En France, oui, la littérature est un des marchepieds de la gloire, pas le seul, mais parce que la nation française, fondamentalement, c'est sa langue. Ce qui nous rassemble, ce qui fait que vous pouvez aller aux Antilles, aller à La Réunion, aller dans le cœur de la France, dans la Creuse, ou au contraire aller à Wallis et Futuna, et vous sentir français partout. Qu'est-ce qui nous rassemble ? Ce n'est pas les paysages, ce n'est pas les visages, ce n'est pas la couleur de la peau, ce n'est pas ça qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est la langue. C'est le fait que nous parlons cette même belle et merveilleuse langue qui est la langue française. Et écrire, c'est défendre cette langue et montrer qu'on est français dans sa langue. Alors, il y a un très très beau passage aussi. On évoquait le film sur Notre-Dame, le futur film de Jean-Jacques Hano sur Notre-Dame. Vous êtes dans votre bureau au 7e étage à Bercy, un bureau qui donne sur la Seine. C'est votre anniversaire. Vous allez avoir 50 ans ce jour-là. Nous sommes le 15 avril 2019. Et de votre bureau, vous voyez Notre-Dame en flammes. Vous voyez la flèche s'allumer et petit à petit se consumer. Et vous comprenez là, dites-vous, qu'après 50 ans, tout n'est plus possible. Oui, c'est le moment. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est un moment plein d'émotions. C'est par là que j'ai voulu commencer le livre. Le livre s'ouvre effectivement sur cette scène
J'ai invité mes conseillers, c'est mes 50 ans. On est au dernier étage de Bercy. Pour ceux qui voient le bâtiment, il donne sur la Seine. Et puis, il y a tout en haut des appartements qui donnent sur la Seine et sur Notre-Dame. Et nous voyons Notre-Dame qui commence à flamber. C'est quelque chose d'impossible à croire. Enfin, on peut tout imaginer, mais pas que Notre-Dame puisse flamber, pas que Notre-Dame puisse disparaître. Et là, ça m'est vraiment apparu comme le signe de, à un moment donné, tout finit. Si même Notre-Dame finit, ça veut dire que nous aussi, nous finissons. Et c'est le moment où, pour toutes sortes de raisons, il y a eu lieu cette prise de conscience. Après 50 ans, tout n'est plus possible. Après 50 ans, le temps s'accélère et on a le sentiment qu'on est comme dans un toboggan. Peut-être que plus tard, j'aurai un sentiment différent. En tout cas, c'est le sentiment qui m'est apparu à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire le livre, en me disant avec un sentiment d'urgence, si tu n'écris pas ce livre tout de suite, il ne sera jamais écrit. Et c'est ce moment qui vous fait comprendre aussi que la vocation de la politique, dit écrivez-vous, c'est de redonner de la spiritualité à la France. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Ça peut être surprenant de la part d'un ministre de l'économie et des finances dans la première vocation et de faire des comptes et de s'assurer que la croissance est là et que les recettes fiscales rentrent bien dans le trésor public. Mais après des années et des années d'expérience politique, je pense que les Français attendent plus de la politique. Ils attendent quelque chose qui les porte et qui les dépasse. C'est ce que j'appelle une spiritualité. Cette spiritualité, elle peut se trouver dans la langue française, la défense de la langue française. Elle peut se trouver dans la défense de l'universalisme français. J'ai envie de dire à Madame Pulvar, quand elle dit qu'il faut réserver des discussions à certaines catégories de Français, que les Français, ce n'est pas des catégories. C'est un seul peuple, avec une seule langue, une seule histoire, des mémoires qui peuvent être différentes, mais qui se nourrissent les unes des autres, et qu'il vaut mieux parler ensemble que s'exclure des discussions les uns des autres. La France est un universel. C'est une spiritualité. Et retrouver cette spiritualité-là dans la politique, c'est très important. Ça peut aussi se traduire dans un projet très concret. Je vous parlais tout à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique. S'il y a bien un projet spirituel qui peut aussi nous porter tous, c'est l'idée qu'on doit trouver des moyens de concilier le progrès et la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de notre planète. Donc oui, la spiritualité, pour moi, c'est une des ambitions politiques les plus importantes. Et votre combat contre les GAFA aussi. Combattre contre les GAFA, c'est une manière de dire... Parce que là, vous êtes le leader mondial. Par qui voulons-nous être dirigés ? Est-ce que nous voulons être dirigés par des responsables politiques qui ont certes tous les défauts du monde, mais que vous pouvez chasser du jour au lendemain ? C'est ça la singularité de la démocratie. C'est qu'on peut certainement mépriser les responsables politiques, leur faire mille critiques, c'est le cas actuellement, mais ils ont une qualité, c'est qu'ils s'engagent pour le bien public et que si on n'est pas satisfait d'eux, eh bien, on peut les renvoyer à leurs études. Est-ce qu'on accepte d'être dominé par des grandes entreprises privées qu'elles, on ne pourra pas renvoyer à leurs études, qui n'ont de compte à rendre à absolument personne ? Ça, je ne le souhaite pas. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, les géants du numérique doivent être régulés. Il faut fixer des limites à leurs ambitions. Il faut leur interdire d'avoir accès à la création de monnaie. Il faut contrôler la manière dont ils diffusent l'information et dont parfois ils sanctionnent certaines informations. Il faut les taxer de la même manière que nous taxons des petites et moyennes entreprises ou très petites entreprises parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils échappent à l'impôt. Oui, il est temps de soumettre les géants du digital à des règles. Mais en même temps, vous citez Hobbes, un de vos auteurs de référence, qui écrit « La richesse, c'est le pouvoir, l'économie passe avant la politique. » Oui, mais pour en tirer une conclusion inverse de la sienne, puisque la conclusion de mon livre, c'est que nous avons besoin d'une économie politique. Absolument. C'est-à-dire une économie dont le seul sens ne soit pas uniquement la création de richesses, mais dont le sens soit un sens politique voulu par une majorité de nos concitoyens. Si, par exemple, nous voulons accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, il faut mettre l'économie au service de cette politique-là. Et puis, on découvre aussi que vous êtes un homme qui lit beaucoup. Vous nous faites partager vos auteurs favoris. Il y a d'abord Pascal, que vous citez, que vous mettez en exergue. Il y a Saint-Simon, il y a le cardinal de Retz, il y a Herta Müller, il y a Houellebecq. Qu'est-ce qu'il vous apporte ?
dans votre rôle de ministre et dans votre vie personnelle. Comment vous nourrissez-vous de tout ça? Il m'apporte des lignes de fuite. Vous savez, personne n'est un surhomme. La vie politique, elle est très dure. C'est des rythmes qui sont très durs, c'est beaucoup d'obligations, beaucoup d'engagements. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée qu'un responsable politique, homme ou femme, puisse vivre cette ligne-là sans avoir à un moment donné des lignes de fuite. Moi, mes lignes de fuite, elles sont très simples. Il y a ma famille qui compte énormément pour moi, je l'ai dit souvent. Il y a le sport, aller courir, se libérer, être seul et pouvoir faire du sport en courant, c'est une ligne de fuite. Et puis, il y a la littérature. La littérature, c'est extraordinaire. Vous ouvrez un livre et vous avez accès à d'autres vies que les vôtres, pour reprendre l'expression d'un écrivain que j'admire profondément, Emmanuel Carrère. Vous pouvez tout d'un coup connaître d'autres destins. Vous pouvez voyager à l'autre bout de la planète. Vous ouvrez un livre de Garcia Marquez et immédiatement vous êtes en Amérique du Sud. Vous ouvrez Herta Müller et vous savez très précisément, vous ressentez ce que pouvait être la vie d'un citoyen roumain sous la dictature de Ceausescu. Vous ouvrez Saint-Simon et tout d'un coup, vous avez l'impression que vous marchez sur les graviers des allées de Versailles ou sur le parquet de la Galerie des Glaces et que Louis XIV va sortir par une porte dérobée. Mais c'est ça la littérature. Vous imaginez quelques pages, quelques grammes de papier, quelques grammes d'encre et un monde entier qui s'ouvre à vous. Moi, je ne connais pas d'art qui soit plus enthousiasmant, plus libérateur, plus enthousiasmant que la littérature. Alors, il y a un autre aspect très intéressant dans votre livre, c'est que vous l'affirmez haut et fort, je suis gaulliste. Ma filiation politique, c'est De Gaulle. Et en même temps, vous demandez à ce que les institutions changent, à la manière d'un Arnaud Montebourg. Vous voulez les nettoyer, les simplifier. Vous dites que le quinquennat a tout déstabilisé. C'est pas un peu contradictoire ? Votre famille politique doit faire la tête. Oui, c'est possible, mais parce que moi, ma compréhension du gaullisme est très simple. Et c'est pour ça que je me revendique gaulliste. Le gaullisme est tout sauf un conservatisme. Et je pense qu'aujourd'hui, les institutions qui ont été créées par le général de Gaulle sont à bout de souffle. C'est le constat que je fais comme responsable politique, qui a occupé un certain nombre de fonctions, député, élu local, membre d'un gouvernement. Je le dis très simplement, nos institutions de la Ve République sont à bout de souffle. Elles sont trop complexes, elles sont trop lourdes, elles ne sont plus adaptées au temps présent. Elles ne correspondent plus à ce que peuvent attendre les Français en termes d'efficacité et de simplicité. Donc nous devons transformer en profondeur nos institutions. Est-ce que ça passe par une création d'une 6e République? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut le faire dans le cadre de la 5e République, dans le cadre de la Constitution telle qu'elle existe, mais il faut adapter en profondeur nos institutions à ce que peuvent espérer et attendre les Français de leurs responsables politiques. Et je considère que la crise démocratique dans laquelle nous sommes, tout le monde voit bien qu'il y a une crise démocratique, qu'il y a moins d'électeurs aux élections, qu'il y a un doute de plus en plus fort sur les responsables politiques, elle procède d'abord à la racine de ces dysfonctionnements institutionnels. Et que la responsabilité politique, ce n'est pas de mettre la poussière sous le tapis, c'est de mettre la réalité des problèmes pour y apporter des solutions. Pour moi, aujourd'hui, au lendemain de cette crise sanitaire et de cette crise économique qui est la plus grave que nous connaissions depuis 1929, nous devons transformer en profondeur les institutions de la Ve République pour gagner en simplicité, en lisibilité et en efficacité. Par exemple, vous proposez un gouvernement restreint. Ça ne fait pas plaisir à tous les partis politiques. Non, mais vous savez bien. Je ne vois pas pourquoi aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale, vous auriez un gouvernement très restreint avec 5 ou 6 postes cardinaux qui se réunissent autour du président des États-Unis, et que nous, en France, nous continuerions à avoir des gouvernements avec 45 membres. Qu'est-ce qui le justifie? Comment pouvez-vous expliquer aux Français que nous avons aussi un échelon européen qui est très important? Par exemple, toutes les négociations commerciales se font au niveau européen, mais qu'au moment où nous renforçons des échelons européens, nous gardons un échelon national qui est toujours aussi lourd et toujours aussi pesant. Et à un moment donné, il faut faire des choix. La politique, c'est assumer des choix vers, je le redis, plus de simplicité, plus de lisibilité,
plus d'efficacité. Il y a aussi l'État dont le fonctionnement n'est plus qui devrait être au service de la politique du gouvernement, et vous dites que l'État maintenant est devenu obèse et qu'il ne fonctionne plus. La deuxième grande ambition, effectivement, au-delà de la réforme, de la transformation des institutions, c'est la transformation de l'État français, pour qu'il revienne à l'essentiel. L'État français doit revenir à l'essentiel. L'intérêt général. La protection, la sécurité, les finances publiques, la défense, la justice. C'est ça les missions essentielles de l'État. Mais on a cessé, décennie après décennie, d'élargir le périmètre de l'action de l'État. Qu'est-ce qu'ils constatent, les Français, qui n'en ont pas pour leur argent? Ils payent des impôts. Ces impôts sont lourds, même si nous essayons depuis 4 ans avec le président de la République de les réduire et que nous les avons réduits. Et ils n'en ont pas pour leur argent. C'est-à-dire que le service qui est rendu en échange de ces impôts, il n'est pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent attendre. La seule solution, elle passe par la redéfinition de ce que sont les missions essentielles de l'État, quitte à ce qu'on réinvestisse dedans. Ce n'est pas illégitime de réinvestir dans la justice comme nous le faisons. Ce n'est pas illégitime de réinvestir dans l'éducation nationale ou dans les hôpitaux, mais qu'on soit capable aussi d'abandonner certaines fonctions qui ne sont plus au cœur des missions de l'État. Oui, justement, à propos de ces fonctions, vous vilipendez les participations de l'État dans des entreprises où l'État n'a rien à faire. Mais je ne sais pas pourquoi on tient absolument à ce que l'État, par exemple, s'occupe des boutiques dans les aéroports ou des parkings dans l'aéroport de Paris. Moi, je considère que ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'État, c'est de contrôler les frontières et contrôler la circulation aérienne. Ça ne peut rester que du domaine public. Mais je dois dire que je continue à avoir du mal à concevoir que l'État français puisse avoir des participations dans des activités qui sont strictement commerciales, où d'autres peuvent faire beaucoup mieux que lui. Alors, il y a un problème qui s'est posé. Vous arrivez, vous héritez, entre guillemets, de l'affaire Carlos Ghosn. Là aussi, le rôle de l'État actionnaire est en complète contradiction avec l'intérêt général de la France. Comment gérer ça? On peut le voir, je ne vais pas personnaliser les choses, mais prenons un autre sujet comme celui de Suez-Veolia qui occupe aujourd'hui le devant de la scène et où je souhaite une fois encore qu'on parvienne à un accord entre les deux entreprises et à une proposition amiable de répartition des activités entre Suez et Veolia, qui sont deux très belles entreprises qui n'ont pas vocation à s'affronter, mais au contraire à se rassembler. Mais dans le cas de Suez-Veolia, il y avait des participations d'une entreprise qui s'appelle Engie, qui avait des participations chez Suez et qui les a vendues. L'intérêt de l'État actionnaire, qui est actionnaire d'Engie, c'était de vendre au meilleur prix possible ses participations dans Suez. Donc l'objectif était de vendre le plus vite possible, le mieux possible. Mais l'intérêt de l'État, garant de l'intérêt général, lui, n'était pas de vendre sans avoir un certain nombre de garanties sur l'emploi, sur l'activité industrielle, qui pouvaient faire baisser le prix de cette participation. Donc vous voyez que l'État se retrouve juge et partie, tiraillé entre deux exigences contradictoires, son intérêt patrimonial et l'intérêt général. Moi, je ne veux pas que l'État se retrouve dans cette situation-là. Et si je suis favorable à ce qu'il y ait des cessions dans un certain nombre de participations de l'État, c'est que je ne veux pas que l'État soit systématiquement tiraillé entre son intérêt patrimonial et l'intérêt général. Pour moi, l'État, c'est d'abord l'intérêt général. Alors, vous glorifiez, vous dites que la solution pour que les Français se réconcilient avec la politique et avec ceux qui la font ou la représentent, c'est l'honnêteté. Vous glorifiez en fait une France, un vieux pays, d'un vieux continent, l'Europe, pour parler comme quelqu'un qui a eu beaucoup de succès aux Nations Unies avec son discours, avec des vieilles valeurs puisées dans la morale judéo-chrétienne, dans la lecture, dans l'enseignement de l'histoire. Quel homme êtes-vous, Bruno Le Maire ? Et vous savez, il y a des vieilles valeurs qui sont des valeurs toujours d'actualité. Et dans un temps où les choses vont très vite, les choses changent très vite, il n'est pas mauvais d'avoir des permanences. Et c'est ces permanences que je rappelle dans mon livre et qui me tiennent très à cœur et qui me définissent, pas simplement comme homme politique, mais comme homme tout court. La langue française, c'est une permanence. La mémoire, l'histoire, c'est une permanence. Le goût de la vérité, à une époque où vérité et mensonge se valent et où on peut dire tout et n'importe quoi sans que ça n'ait aucune conséquence, pour moi, c'est une valeur qui peut paraître datée, désuète. Elle n'a jamais été autant d'actualité. Le goût de la vérité, de l'honnêteté n'a jamais été autant, pour moi, si nécessaire et autant d'actualité. Alors pourquoi mémoire provisoire ?
Et conclusion provisoire? Parce que même si j'ai le sentiment à 50 ans qu'on bascule du côté de l'accélération du temps, j'espère quand même qu'il pourrait y avoir d'autres mémoires que ces mémoires provisoires. Merci, Monsieur le Ministre. L'ange et la bête. Merci à vous, Luce Perrault. Mémoire provisoire, Bruno Le Maire, c'est publié chez Gallimard. C'est un récit passionnant au cœur des institutions. Vous ne pouvez pas manquer de lire ce livre.